Je suis un imbécile parce que ça a coupé la vidéo en faisant ça, donc bon. Mais oui, c'est ce qui se comprend bien s'énonce clairement. Bon, c'était bien ça du coup. Bon, du coup, et je crois qu'il y a là-dedans quelque chose qui... Une sorte de fausse évidence. Qui me convient pas du tout, du coup. Moi, ce que j'aime bien, je crois, c'est ce que je comprends pas bien. Ce que je ne comprends pas, ou mal. Et justement, ça s'énonce difficilement, parce que je le connais pas. Déjà pour moi. Et quand ça vient de l'autre personne en face de moi, quand elle dit quelque chose que je ne comprends pas, et qu'elle énonce pas clairement, en tout cas pas clairement pour moi, c'est là aussi où c'est intéressant. Je crois. Ce qui m'intéresse, je crois, c'est ce que je ne comprends pas encore. C'est ce qui est hors de ma portée de compréhension, hors de mon spectre de perception. C'est ce qui s'échappe, justement. Donc ce qui est au bord du cadre. Ça, c'est plus intéressant, je crois. Alors, ça n'empêche pas quand même de pouvoir attendre des formes logiques et tout ça, bon, mais... ou pas, d'ailleurs, mais je trouve que ce genre d'adage-là, il mène vers une facilité, forcément, de communication. Qui est que, on va vouloir comprendre que ce que on comprend facilement, que ce qui s'énonce facilement et clairement. Donc c'est un peu le règne de la facilité au niveau de la communication. Et bon, quand on dit ça, du coup, c'est vrai que... Ouais, on pourrait dire aussi, quoi, qu'est-ce que... Je sais pas, bon, moi j'y vois un rapport de communication, j'y vois quelque chose de la consommation, encore une fois, hein. On va consommer quelque chose qui va être facilement compréhensible. Il y a quelque chose comme ça, en fait. Alors, en fait, c'est que ces choses-là, si j'en parle, c'est parce que j'en avais parlé, donc, le sujet a été posé du coup hier, j'étais avec une prof de l'ESI, on avait une discussion, pas du tout une discussion entre prof et élève, une discussion amicale, comme ça, on va dire, pas instituée, quoi, juste une discussion. Et puis du coup, bon voilà, je parlais de mon mémoire, évidemment. Et puis donc voilà, donc elle me disait, mais bon, beaucoup de gens l'ont déjà dit, hein, que je parlais très vite, qu'on avait du mal à me suivre et à me comprendre. Et voilà, d'ailleurs. Et que bon, dans le cadre du mémoire, par exemple, c'était pas tout ça, mais bon, c'était c'était voilà, si je m'adressais à quelqu'un, il fallait justement que ce soit qu'on puisse comprendre, que puisse y avoir quelque chose qui soit qui puisse être communiqué. Mais je crois pas en fait que ce soit ça. Je crois que, en tout cas, dans le mémoire, c'est pas ça qui m'intéresse. Je veux pas communiquer quelque chose. Alors, elle disait quelque chose d'intéressant. Elle disait que justement, parce que moi, je rappelais que voilà, quand on s'adresse à l'autre et qu'on réduit son discours, qu'on fait des vidéos pas trop longues, parce que voilà, si je fais des vidéos qui sont 1 heure, c'est plus compliqué que c'est pas aussi facilement consommable que des vidéos qui en font 15 et qui sont explicatives, etc. Mais c'est pas ce que je veux faire. Elle disait ouais, mais du coup voilà, c'est ça, entre guillemets, à qui ça s'adresse, etc. Et, bon, et en effet, bon, dans un cadre, on va dire scientifique, dès le moment où un discours scientifique est censé être vulgarisé, il réduit aussi. La vulgarisation, je trouve que c'est quelque chose de super intéressant, de super chouette, et que sur YouTube, il y a beaucoup de gens qui font ça, et ça permet une distribution du savoir très intéressante, une répartition du savoir. Et en même temps, ça réduit aussi. On va dire qu'on va pas... évidemment, en 1 heure, en écoutant quelqu'un qui va faire une conférence assez pointue sur un sujet et vouloir le résumer en 5 minutes, forcément, on perd beaucoup d'informations, on perd tout un cheminement, on perd beaucoup de choses.
Et moi, c'est ça que je disais en fait, je veux pas perdre des choses. Et même dans cette forme de réduction-là, ça me gêne parce qu'on va hiérarchiser les informations, avec des informations qui vont être importantes et d'autres non. Et ben, c'est comme si je voulais pas faire ça. Non seulement je veux pas transmettre quelque chose comme une sorte de recherche ou un truc comme ça, mais il y a une transmission qui se fait, mais pas sous un mode de communication où il y a quelque chose que je veux dire précisément. C'est pas tout à fait comme ça en fait, j'ai l'impression. C'est plutôt qu'est-ce que je fais là-dedans? En fait, je sais pas du coup. Qu'est-ce que je fais? Il dit ce sont des sessions de recherche. En effet, elle disait quelque chose d'intéressant, c'est comme des prises de notes. En effet, si je suis pas transmettre quelque chose, mais que je prends des prises de notes, c'est autre chose. Et en effet, c'est un enregistrement. C'est pas ici une forme de communication didactique pour expliquer ce que je fais. Même si ça peut faire office de ça, et je pense que là, c'est un petit peu la forme que ça prend de plus en plus de toute façon aussi. Mais disons que cette forme-là, qui prend quand même parce que c'est des formes un peu de conférence, c'est surtout un moment de création, dans le sens pas forcément d'invention, mais de développement d'une pensée. C'est une pensée qui se développe comme si du coup ça faisait une sorte de prise de notes, en effet. Je réfléchis, j'ai des idées, je les note, et c'est des notes. Je note mes idées, des idées que je note. Et du coup, on a ici l'impression, enfin ça imprime, dans le sens ça imprime, l'enregistrement ici imprime des idées qui s'agencent, qui se réagencent, qui se réaccumulent, et d'une série sur l'autre, d'une vidéo sur l'autre, ça va reprendre un petit peu des idées d'avant, et ça va le retravailler encore. Donc c'est des idées qui sont en train de se mettre en forme, et qui se... Voilà. Et c'est comme si je voulais pas qu'il y ait... on pourrait dire une restitution, parce que dans cette restitution, il y avait quelque chose qui me gênait. Parce que c'est comme si la restitution était, pour le coup, un rapport de consommation, un rapport de communication. Quand je dis rapport de communication, c'est-à-dire un rapport de consommation qui serait intégré dans l'acte d'une transmission. Et on peut faire une transmission sans communication. Et voilà. Donc c'est le thème de communication qui me gêne. Peut-être que je pourrais y revenir, je sais pas, une autre fois, bon, ou même maintenant, je sais pas. Bon, pour faire assez vite, c'est vrai qu'il y avait Deleuze qui parlait de communication, sous l'angle que voilà, la communication c'est un ordre, c'est un rapport de pouvoir, et on vous dit ce que vous devez savoir. Voilà, c'est ça qui est un petit peu gênant quand même. On vous dit, voilà ce qu'il faut savoir, voilà ce qui est vrai. Voilà ce que je sais, voilà ce que je vous dis. Voilà. Et c'est vrai que c'est une position assez autoritaire quand même. Bon. Alors même si en face, le spectateur, le lecteur, n'est pas obligé de savoir, il n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ça, mais n'empêche qu'il y a un truc un petit peu vertical. Voilà. Et c'est vrai que, bon, si par exemple, voilà, on va dire par exemple, c'est important de savoir à qui on s'adresse quand on parle. C'est quand même quelque chose d'assez puissant ce truc-là. Dans le sens, voilà, si on parle à des experts, on va parler un langage d'experts. Bon, moi par exemple, j'ai une expertise à un petit niveau, bien sûr, mais avec mes études, j'ai une expertise sur la question de l'histoire de l'art. Bon, évidemment, quoi, en tout cas un petit peu. En tout cas, plus que des personnes qui n'auraient pas fait d'école d'art ou qui n'auraient pas suivi de cours d'histoire de l'art. Donc je peux parler de mots, voilà, je peux parler d'autonomie de l'art, hein, même si moi je comprends pas très bien ce que ça veut dire. Je peux parler d'autonomie de l'art avec quelqu'un qui connaît ce terme-là, parce qu'il a aussi fait des études, où je peux parler des avant-gardes assez vite, et puis dire, bah oui, voilà, tu vois... Bon, des choses que je fais beaucoup aussi dans la vidéo d'ailleurs. Je donne plein de références, ou en philosophie aussi, qui vont s'adresser à des gens qui sont experts, ou qui ont déjà une expertise dans ce domaine-là. C'est différent si je m'adresse à des amateurs, ou même à des enfants, par exemple, qu'il faut expliquer les choses un peu différemment, bien sûr. Mais en même temps, qu'est-ce qui se passe quand on fait ça? C'est-à-dire qu'on va avoir des différents, même pas des niveaux de discours, mais des formes de discours, qui vont être adaptés à un public.
Et c'est-à-dire que... Alors évidemment je comprends bien l'enjeu de faire ça, c'est aussi bon... moi par exemple, voilà, je suis pas très bon en sciences évidemment, et même si bon, j'arrive à suivre comme certaines conférences sur le sujet, mais je suis content quand on me fait une vulgarisation, notamment pour comprendre des concepts facilement, aisément, sans me passer par tout un développement qui m'emmerde. Voilà, je veux juste l'idée, quoi. Je veux pas forcément tout le truc. Bon. Mais c'est vrai que dès le moment où on l'applique à un public particulier, ça gêne un petit peu parce que c'est comme si, voilà, on avait différents types de discours, et chaque discours allait être indexé sur le public. Donc on a une répartition des discours en fonction du public visé. Et évidemment, on aura aussi des canaux spécifiques. C'est-à-dire qu'il y aura, voilà, des trucs universitaires qui seront destinés, enfin, un discours universitaire destiné à un milieu universitaire par des canaux de diffusion universitaires. Il y aura un discours grand public destiné au grand public par des canaux grand public. Il y aura des niveaux intermédiaires, etc. Enfin, il y aura un truc, voilà, pour une communauté qui sera fait avec des canaux spécifiques pour une communauté spécifique. Et finalement, on a une répartition, en fait. On a une répartition des discours en fonction des publics, et tout ça est très bien géré, quoi. Enfin, c'est-à-dire que chacun sait exactement ce qu'il a à écouter et n'a pas à s'occuper du discours de l'autre. Voilà, écouter comme ça. Chacun a son petit discours et pas plus. Et on reste dans sa petite, dans son petit canal, dans son petit espace où on va recevoir un type de discours. Il ne va pas s'intéresser aux autres types de discours, en fait. Il y a un enfermement là-dedans aussi. Et il y a une répartition qui va aussi définir des places et des rôles à chacun. Qu'est-ce qui fait qu'on est universitaire ou qu'on est grand public ? C'est aussi parce qu'on a toujours accès au même type de discours, quelque part. Bon, alors je parle de tout ça parce que c'est vrai que si on prend par exemple Jacques Rancière là-dessus, et je le trouve assez malin, il va dire que l'émancipation, elle arrive au moment où on partage, enfin, où on peut accéder à un autre type de sensible. Ce qui fait que va se constituer la bourgeoisie par exemple et le prolétariat de l'autre côté. Bon, c'est pas que à ça bien sûr, mais c'est parce que voilà, la bourgeoisie elle va avoir accès à plein de livres, toute une culture, tout un sensible, elle va partager quelque chose, voilà, une expérience qui va construire une culture. Je schématise, c'est peut-être pas aussi simple que ça. Et voilà, puis les ouvriers par contre eux vont pas avoir accès à cette culture-là, à ce sensible-là, mais à d'autres sensibles qui vont se lier plutôt à du travail, quelque chose comme ça. Bon, je sais pas si c'est exactement comme ça qu'il le voit, mais voilà. En tout cas, il parle de ce moment-là, du moment où justement il y a eu un renversement dans le mouvement ouvrier, qui a pu se constituer comme tel, dès le moment où les ouvriers ont pu, parce qu'ils avaient du temps, ils avaient du temps qui était un peu libre, qui était plus pour ça, ils ont pu aller dans les centres-villes, ils ont pu voir des choses qui jusque-là étaient réservées que aux bourgeois, c'est-à-dire qu'ils ont pu accéder à des discours philosophiques. Ils n'étaient pas censés lire des discours philosophiques, ils n'étaient pas censés faire de la politique, aussi parce qu'ils n'avaient pas accès à ça, ils n'avaient pas accès à ces choses-là, en fait. Voilà, parce que ce qui leur a été donné, c'était pas ça, ce qu'on leur donnait. D'un seul coup, ils avaient accès, en fait, aussi à des discours universitaires, à tout un truc, ils ont pu se cultiver, ils ont pu se mettre à la place d'un universitaire, d'un bourgeois, d'un esthète, chose qui n'était pas liée à leur place. C'était pas leur place de faire ça, ils n'avaient pas le droit de faire ça, en fait. Voilà. Mais ils l'ont fait quand même. Et donc du coup, ça faisait que, en tant que spectateur, en tant que consommateur pour le coup, mais ils ont pu accéder à des choses qui ne leur étaient pas destinées. Et ça a brouillé les frontières. Et ça a pu permettre aussi pour eux de créer un imaginaire, parce qu'ils avaient du temps aussi, et de créer un imaginaire. Et tu sais, mais pourquoi eux en face ils ont accès à tout ça et puis pas nous? Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, qu'est-ce qu'on veut? Puis du coup, on prend du recul et de la distance par rapport à ce qu'on vit aussi en tant qu'ouvrier. Ouais, donc on change de perspective en fait. Voilà. Bon, c'est un peu schématique quand j'en parle. Bon, il faudrait que je lise plus précisément les bouquins. Il y a notamment un bouquin qui s'appelle La nuit des prolétaires là-dessus, qui a l'air plutôt intéressant. Mais voilà, j'aime bien cette idée-là quand même, que finalement ce qui est intéressant, c'est pas tant ce qui est dit,
ce qui est dit et ensuite trouver la... Enfin, comme s'il y avait quelque part une bonne... voilà, comme s'il y avait une idée générale. Hein, et cette idée-là, c'est très idéaliste comme truc quand même. Hein. Il y a une idée, il y a quelque chose qui est là, et puis on va le transmettre. Voilà. Et s'il y a une idée, ça veut dire qu'elle est reliée à un sujet, à une problématique, et on va pouvoir la mettre dans un mémoire. Voilà, comme ça, de manière un peu magique. Hop là, on va pouvoir la transmettre, on va pouvoir voilà, elle va pouvoir se transmettre par des canaux, et puis les canaux sont déjà là, sont déjà faits et tout. Bon. C'est quand même autre chose que de considérer, par exemple, que ce qui est important, c'est pas l'idée qui serait soi-disant en amont. Et d'ailleurs, on peut supposer qu'elle n'existe pas. Il n'y a pas d'idée en amont. Il n'y a rien, il n'y a pas de signifiant derrière, je sais pas, mais bon, il n'y a pas de signifié, il n'y a pas de... Mais il n'y a que une répartition des discours qui s'échangent. Et ce qui est important, c'est plutôt qui le dit, qui le reçoit, par quel canal, du coup aussi, ça joue aussi là-dedans, de quelle manière, et voilà, en fait, qu'est-ce qui se dit, quoi, en fait, qu'est-ce qui se dit. Non, faut peut-être que je lise plus Jacques Rancière, en fait, finalement. J'ai l'impression que c'est quand même assez fort, assez proche de... Je veux dire de Deleuze, mais en fait pas tant que ça, mais bon... Mais oui, bon, voilà, il y avait un truc aussi, pourquoi je fais des podcasts, par exemple, et pas des écrits, justement, très cadrés universitaires et tout ça. Mais c'est parce que si je fais un truc très cadré universitaire, académique, et pourquoi pas, je pense qu'il y a aussi des raisons que les gens font ça, mais bon, la raison quand même que je vois, c'est quand même la reproduction d'un système de classe, qui va notamment, voilà, créer des classes intellectuelles avec des gens qui vont avoir accès à ces codes-là, et d'autres non. Du coup, ça me gêne un petit peu, alors, bien sûr. Et je me dis, bah voilà, ce qui m'intéresse, c'est de pouvoir penser, c'est d'avoir du temps et de l'espace pour penser, des trucs pour faire de la philosophie, de la politique, ça m'intéresse. Mais je veux pas forcément, par contre, que ça passe par des formes qui soient des formes de restitution, ou de communication, ou de pensée, qui soient excluantes. Est-ce qu'on peut pas, du coup, faire pareil, de la pensée, mais aussi, pas forcément en écrivant, mais aussi en utilisant des formats qui soient plus, entre guillemets, populaires. En tout cas, la vidéo, ou la conférence ici comme ça, je trouve que ça marche assez bien. En tout cas, ça... Alors après, évidemment, ça prend un entre-deux, parce que c'est pas non plus de la vulgarisation, c'est pas non plus un truc qui dure 1 heure, enfin, c'est un truc qui dure des fois plusieurs heures, donc... Mais en même temps, c'est quelque chose qui peut être utilisé par d'autres personnes. Je me dis, voilà, n'importe qui n'est pas forcément accès au circuit d'édition, comment il pourrait avoir plus facilement à des vidéos, parce que finalement, ça coûte... voilà, ça coûte un enregistrement, quoi. Ça coûte du fichier numérique, mais ça devient plus accessible. Ouais, un peu ce truc-là, en fait, que j'essaie de voir. Bon, pour la question de savoir à qui je m'adresse, par exemple, ça me semble étrange de penser ce truc-là. Parce que savoir à qui on s'adresse, déjà, c'est être dans une fonction un peu autoritaire. Enfin, je dis pas que, bon, c'est pas non plus... ça va, on peut se calmer sur ce terme-là aussi, autoritaire. Mais il y a un côté de... on sait déjà à l'avance ce qu'on veut faire. Il y a un côté de réalisation. C'est vrai que on veut s'adresser à un public prédéterminé. Par exemple, les enfants, les universitaires, je sais pas moi, les ouvriers dans le bâtiment, les homosexuels, voilà. On s'adresse à une communauté pour leur dire quelque chose, pour que ça leur serve à eux. Un côté comme ça. Alors, bon, c'est louable, c'est potentiellement autoritaire en disant vous devez faire ça, il y a un côté comme un ordre, je vous dis ce que vous devez savoir et que vous ne savez pas, donc je vais vous le dire. Bon, ça peut être aussi un moyen de donner des outils, en disant voilà, je vous propose quelque chose, et c'est plus comme ça, parce que de manière on peut pas vraiment imposer quelque chose.
Et c'est là où il y a pas, bon, il y a cette différence entre l'ordre dans la communication et une communication qui est plus comme une proposition de quelque chose. Mais quand on dit je m'adresse à quelqu'un en particulier, c'est excluant pour les autres aussi. Hein, de se dire pourquoi les autres n'y auraient pas accès, pourquoi, voilà. En tout cas, quelque chose qui me gêne, qui est possible, hein, quelque part. Et en même temps, c'est vrai que moi j'avais dit aussi que pour le mémoire, je m'adressais finalement je m'adressais en fait à mes pairs, à côté comme ça. Je m'adresse pas forcément à... Alors, si mes pairs, c'est les universitaires, peut-être aussi, mais je m'adresse en tout cas à des gens qui, comme moi, pourront partager des problèmes, des questions, des souffrances, des choses que j'aimerais résoudre avec eux. Voilà. Sauf que je sais pas qui c'est. C'est ça le problème, c'est que je sais pas qui c'est. Et même moi, je sais pas quelles sont les choses que je peux partager encore parce que je les connais pas encore. Donc c'est comme si, on y vient, j'exprimais quelque chose. Dans cette expression, il y a des choses qui viennent et je sais pas ce que c'est. Et j'essaie de trouver des gens qui peuvent se reconnaître là-dedans et qui pourront continuer ce truc-là. En fait, je m'adresse à un public qui n'existe pas encore. Je m'adresse à un public qui pourrait partager ces traits-là en commun. C'est un phénomène de coming out. Coming out pris dans son sens premier, pas dans son sens actuel de on dit qu'on est gay, mais dans son sens premier, en tout cas c'est comme ça que j'ai vu dans un article, où le coming out c'est d'abord pensé comme enfin, en tout cas il y a une étape qui est précédente au coming out, qui a été la construction d'une subjectivité notamment homosexuelle, où des gens se sont regroupés, et en fait ils se sont rendus compte que voilà, entre eux ils avaient quelque chose en commun, mais ça a pris du temps pour s'en rendre compte. Au début c'était plus un truc intuitif, c'était il y a quelque chose qui nous rapproche, il y a un affect ensemble, et qu'est-ce que c'est? Et oui, en effet, c'est qu'on aime les hommes. Ah tiens, c'est marrant, ça nous fait un point commun. Et puis, ils se sont rendus compte qu'ils partageaient beaucoup plus que ça. Qu'en fait, en aimant les hommes, ils subissaient aussi la même forme d'exclusion. Ils ressentaient les mêmes souffrances, les mêmes difficultés, les mêmes difficultés de rencontrer d'autres personnes, les mêmes écarts vis-à-vis des normes de genre, les mêmes hontes, les mêmes souffrances, les mêmes trucs, et que finalement ils ont pu mettre en commun tout ça et construire une subjectivité, construire une qu'est-ce qui se passe? Construire une subjectivité pour le coup, une identité, on peut dire aussi un petit peu, même si c'est pas tout à fait le même terme. Ah putain, homosexuel. Et voilà. Mais c'est que à condition, il faut bien. Et après, ils ont pu passer au coming out, enfin, passer à l'aspect du coming out qui consiste à apparaître et à se révéler et à revendiquer cette identité-là. En fait. Mais même si bon, le terme homosexuel existait déjà bien avant, mais c'était en même temps assez, c'était plutôt un terme, je crois, lié à la littérature scientifique, il me semble, je suis pas sûr. Voilà, ils ont construit en fait tout un truc à mettre derrière ce mot-là. Il fallait construire quelque chose, il fallait mettre ensemble un ensemble de perceptions pour ensuite comprendre ce que c'est. Et il y a ce mécanisme-là un petit peu souvent de se dire que on part pas d'un mot pour voir finalement qu'est-ce que ça veut dire, mais plutôt l'inverse. On part de perceptions partagées, communes, d'intuitions, de choses qui nous relient, et on se dit mais ces choses-là, comment on peut les mettre ensemble et comment après ça peut s'amener dans le langage. Mais il n'y a pas un truc, il n'y a pas quelque chose, le langage n'est pas déjà institué, il n'est pas déjà identifié comme tel en disant je parle de ça. C'est vraiment ce moment où en fait on se désidentifie, comme les mouvements queer qui reprennent ce truc-là, où on désidentifie quelque chose, on ne sait pas qu'est-ce que c'est en fait, et plus on ne sait pas ce que c'est, plus c'est intéressant. Et il y a un moment donné où bon, peut-être que ça va être capturé, peut-être que c'est aussi un outil important, peut-être qu'à un moment donné il faut, ou c'est utile, je sais pas, de mettre un nom dessus pour pouvoir s'y référer plus facilement. Mais à ce moment-là, ce sera quadrillé, ce sera impacté, identifiable, et du coup on pourra plus
on ne pourra plus rechercher qu'est-ce que ça veut dire vraiment, ou en tout cas ce sera beaucoup plus limité. Voilà. Dans le mouvement queer, il y a systématiquement ce phénomène de désidentification et d'identification. Voilà. Quand on dit qu'on est queer, c'est un truc qui va tendre un petit peu à se réifier, mais quand on dit qu'on est queer, c'est comme avant on disait qu'on était homosexuel. L'homosexualité, il y a 30-40 ans, et c'est ce qu'on suit dans un bouquin de Alan Haas qui s'appelle Contre la normalisation gay. L'homosexualité, ça voulait dire simplement toute sexualité marginale, toute sexualité en dehors de l'hétérosexualité classique. Ça, apparemment, hein, bon, je suis surpris parce que c'est vrai que c'est pas du tout ce que j'avais compris moi, mais apparemment, ça pourrait aussi bien signifier aussi même, je sais pas, des travestis, des gens qui sont pas dans le même genre, des gens qui auraient des pratiques polygames, etc. Enfin, c'était, en tout cas, il y avait l'idée que l'homosexualité était pas simplement aimer des hommes, c'était c'était tout le reste aussi. Tout comme d'ailleurs, quand on parle de sodomite, le terme sodomite renvoyait à toutes les pratiques du péché, pas simplement les pratiques homosexuelles, mais toutes les perversions. Il me semble que c'était lié à toutes les perversions en fait sexuelles, perversions qui étaient ici induites par l'Église pour le coup. En tout cas, construite par l'Église, construite comme telle. Voilà, et maintenant l'homosexualité s'est identifiée en fait, ça a été capturé dans un mot de langage un petit peu. Et là le mouvement queer c'est un peu pareil maintenant. Il y a ce qu'on appelle queer, qui veut dire étrange pour le coup. Pour l'instant c'est les gens qui s'appellent queer essayent de mettre ensemble tous les gens qui ne se définissent pas, qui ne se définissent pas positivement dans une catégorie, mais au contraire tous les gens qui vont se situer en réaction, en négatif par rapport. Le queer, c'est tous ceux qui ne sont pas dans une norme hétérosexuelle. Ou dans une norme, n'importe quelle norme, plus ou moins. La différence qu'on a, par exemple, entre le mouvement LGBT et le mouvement queer, qui serait du coup un petit peu opposé, c'est que le mouvement queer se propose négativement. Le mouvement queer, c'est tous ceux qui ne sont pas dans un modèle unique, l'hétérosexualité, alors que le mouvement LGBT va vouloir intégrer dans des cases, dans des catégories positives des identités, du style lesbienne, gay, bi, trans, donc ça c'est LGBT, mais on a aussi maintenant LGBTQIAA+, donc on aurait, ça veut dire quoi? Ça veut dire, alors queer, je crois qu'ils ont utilisé le terme queer en l'utilisant comme identité particulière, ce qui est plutôt du coup gênant pour ça, mais ça révèle ce moment-là de récupération. Queer, transsexuel, transgenre, intersexe, aromantique, asexuel, voilà, et pansexuel. Donc voilà, et plus, parce qu'en fait on va du coup en rajouter, mais du coup on va quelque part identifier des catégories, identifier des choses, et les réintégrer comme ça. Là où justement, on va vouloir tout nommer. On veut mettre des mots partout. On veut que les mots arrivent partout. On veut catégoriser tout. On veut tout mettre sous une taxinomie. Là, le mouvement inverse, queer, c'est justement de pouvoir investir, de pouvoir faire vivre et laisser vivre des choses qui se situent en dehors du langage. Donc, dans un imperceptible, en tout cas un innommable, en fait. Être innommable ou être encore innommable, ne pas être nommé. Parce que dès le moment où on est nommé, on est catégorisé et on ne peut plus expérimenter quelque chose. Voilà. Alors de tout ça, je trouve ça plutôt intéressant, cette dialectique-là qu'il y a, sachant qu'il n'y en a pas un forcément qui est mieux que l'autre. Bon, évidemment, il y a quelque chose qui apparaît, c'est que le pouvoir tente de catégoriser, hein, et donc c'est ce qu'on voit dans le mouvement homosexuel qui, avec le mariage gay, a été vraiment institué. On va instituer le couple homosexuel, mais sur le modèle de la famille nucléaire hétérosexuelle. C'est-à-dire que finalement, on institue ici un certain type de couple. Et en même temps, bon, pourquoi pas? Peut-être qu'il y aura aussi, peut-être que le couple homosexuel comme ça, intégré en société, c'est peut-être l'occasion. Enfin, ça fait un petit peu couple bourgeois pour le coup. Ça fait couple tout à fait conservateur, quoi. Mais en même temps, c'est une manière de pouvoir un petit peu, créer ce trouble comme ça.
Mais en tout cas, en tout cas, c'est pas, c'est une manière, en tout cas, genre, le couple homosexuel, il fait pas, il est tout à fait intégré dans, entre guillemets, le pouvoir, mais dans, en tout cas, l'organisation de la société telle qu'elle est. Elle la met pas tant que ça en défaut, contrairement à ce qui est beaucoup dit par les opposants au mariage. En tout cas, pas, en tout cas, on peut supposer que la sexualité homosexuelle marginalisée, qui était il y a 30-40 ans, qui était du coup aussi plus, enfin, pas que, mais en tout cas aussi libertine, polyamoureuse, avec du sexe public aussi, etc. Enfin, un ensemble de choses qui là transgressait vraiment les normes de la sexualité. Là, ce qui est transgressé, c'est le binarisme homme-femme, mais sinon pour le reste, voilà, on reste très tranquille. Donc c'est une manière aussi un petit peu de pouvoir en fait exclure toutes les autres formes en fait qui avaient été mises en avant à travers en tout cas ce terme d'homosexualité. Mais en même temps, bon, peut-être que c'est très bien aussi. Peut-être qu'il y a cette capture-là qui est possible, une capture dans le langage et qui institue aussi un mode de relation qui fait que voilà, bon bah, c'est vrai que si on aimait les mecs, c'était compliqué quelque part de pouvoir l'assumer publiquement. Ça marchait c'était très compliqué et que en passant par le mouvement queer, enfin en passant en tout cas par quelque chose de caché, eh bien c'était aussi quelque chose de, en effet, qui était peut-être plus libre, mais qui était aussi plus dangereux, qui demandait aussi beaucoup plus d'énergie. Donc en fait, il y a une dialectique. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'il y a une dialectique entre cette catégorisation, cette capture de l'État, ou maintenant on pourrait dire des mouvements LGBT aussi, en tout cas c'est ce qui est reproché au mouvement LGBT par les mouvements queer, une capture des identités, qui va mettre que chacun est clairement identifié, et un mouvement inverse qui serait la désidentification, la désubjectivisation, qui fait qu'on ne veut pas être sujet, on ne veut pas que le pouvoir nous transforme comme sujet, on ne veut pas être assujetti au pouvoir, mais on va vouloir au contraire s'en extraire, on va vouloir être dans une... Alors, toujours s'échapper à ça, échapper au phénomène de catégorisation du pouvoir. Et le pouvoir va essayer de grappiller derrière parce qu'il est un peu embêté si ça marche. En tout cas, c'est une proposition... En tout cas, à ce moment, il y a cette question-là que je me pose, entre, on va dire, subjectivisation, ou mode de subjectivation, ou... Enfin, je sais pas si c'est ça que ça veut dire, mais en tout cas, on va dire identification. Voilà, on est identifié par le pouvoir, on est contrôlé par le pouvoir et on est justement aussi catégorisé dans une taxinomie, dans une répartition des identités. Et on ne peut pas trop en changer une fois qu'on est dedans. Et puis on ne peut que être dans ce spectre-là. Ou alors on essaie de s'échapper de cette identification, on se désidentifie. Et là, du coup, ça devient plus compliqué pour le pouvoir. Mais en même temps, voilà. Mais en tout cas, il y a une... voilà, il y a une dialectique comme ça qui est très bien décrite par les mouvements queer. Il y a une conférence qui s'appelle Queeriser la lutte. Alors je sais plus qui en parle parce que je la connaissais pas. Mais c'est bon. Elle parlait donc du fait que voilà, le pouvoir était pensé de manière verticale et que les luttes avaient tenté de faire un rapport un peu horizontal pour contrer ce truc-là. Mais que du coup l'horizontalité des luttes ne marchait pas parce qu'il n'y avait pas de convergence et qu'il fallait peut-être penser un truc en diagonale. Bon, c'était joli, mais j'ai pas très bien tout suivi, il faut peut-être que je le reprenne, mais c'était vraiment chouette. Parce qu'il y avait notamment quelque chose qui était que... On parlait de la question de la dialectique. Et la dialectique, c'est pas en fait un terme. La dialectique, ça vient de Platon. Ça vient de Platon et c'est pas... En fait, c'est pas un truc qui se dit... C'est pas la dialectique comme justement l'opposition de deux points de vue qui peuvent s'échanger quelque chose. Mais en fait, la dialectique, c'est un processus. En fait, le terme dialectique, il n'existe pas chez Platon. Il n'y a que le terme dialectiser. Et c'est vrai que c'est un processus. On dialectise quelque chose. Voilà, on dialectise quelque chose, mais c'est un processus. Et c'est pareil pour queer, quelque part. En tout cas, je crois que c'était ça qui était dit. C'est que pour queer, on ne peut pas... On n'est pas queer. C'est pas une identité.
c'est un processus. On ne peut que queeriser quelque chose. Il y a un bouquin qui s'appelle queeriser l'art, par exemple. Donc c'est un processus. Et peut-être un processus justement de désidentification. On pourra le faire avec n'importe quoi d'ailleurs, pas qu'avec le queer, mais... Alors il y a un terme chez Deleuze qui parle d'art mineur et d'art majeur. Qui serait que voilà, il y a des arts majeurs, la sculpture, la peinture, tous les arts un peu nobles comme ça. Moi quand je entends noble, derrière je mets bourgeois un peu facilement. Mais bon, est-ce que c'est si facile que ça? Je sais pas. Et des arts mineurs qui seraient, je sais pas moi, les contes populaires, la télé, les blockbusters, les podcasts YouTube faits par des amateurs. Et alors, je sais pas si c'est ça vraiment qui dit, mais voilà, ces trucs-là, c'est que une subversion possible hein, peut arriver dès le moment où on mélange les deux trucs-là. Parce qu'il y a une ligne très claire qui est que les arts majeurs sont justement destinés à une classe sociale, les arts mineurs à une autre, et on mélange pas. On mélange pas. Dès le moment où on mélange, où on brouille ces frontières-là, justement. Et c'est ce que c'est Fluxus, par ailleurs. C'est là où ils sont malins. Parce qu'ils le disent, Fluxus, là-dedans. Ils sont très précis. Dans leur manifeste, enfin, je sais pas si c'est leur manifeste, mais dans leur... je sais pas s'ils ont fait de manifeste, mais dans un de leurs écrits, je sais plus lequel. Enfin, j'ai dû tomber là-dessus, en tout cas, je sais plus dans quel contexte c'était dit, mais c'était peut-être plus de l'oral d'ailleurs. Ils disaient voilà, ils veulent faire un art nouveau, enfin un art, voilà, mais un art qui soit pas l'art intellectuel, pas l'art de la bourgeoisie, pas l'art du commerce, mais voilà, un art à la fois possiblement par le peuple et pour le peuple, mais en même temps expérimental. Et qui s'adresse contre ces choses-là. Il y a l'idée que voilà, par exemple, ils reprennent le quoi? Oui, ils disent par exemple que voilà, le piano, c'est l'instrument bourgeois par excellence. En tout cas, ça l'a été. En effet, c'est vrai que bon bah voilà, si on voit la musique classique, c'est clairement un truc bourgeois. En tout cas, bon, ouais, ou en tout cas aristocratique, mais en tout cas, moi j'avais été une fois à un concert de musique classique. Il fallait réserver à l'avance longtemps, et c'était impressionnant de voir l'ambiance qui était. Alors si j'étais gentil, je disais, je pourrais dire qui était poli, et sinon je dirais coincé. Et puis parce que tout le monde avait était habillé, voilà, avec des fringues super bien repassées, des petites cravates, des petits trucs vraiment très bourgeois, quoi. C'est vraiment un stéréotype de truc bourgeois, quoi, de droite. Bon. C'est assez surprenant de voir ça quand même, d'un point de vue sociologique. Et en face, du coup, voilà, piano droit, enfin non, piano à queue, justement, piano à queue, avec les codes qui sont là, voilà, on vient, très posé, un truc, une lumière en douche, comme ça, et puis le piano et tout. C'est très très codé, hein, c'est très, voilà. Bon, c'est pas du one man show, quoi, c'est un truc, on respecte les codes. Voilà. Pourquoi je disais ça? Oui, voilà. Et donc, du coup, Fluxus reprend ça. Reprend ce truc-là qui dit que le piano, c'est l'organe bourgeois. Et puis, il dit en même temps, bah, c'est bête parce qu'aujourd'hui, le piano, il y en a partout. Dans le sens où le piano ne devient pas trop cher. En fait, il y a... le piano devient accessible en termes de prix. Et d'ailleurs, on peut en acheter plein d'occasions. Il y a plein de pianos d'occasion qui... Aujourd'hui, un piano, c'est accessible. Enfin, c'est accessible. Pas tant que ça non plus, hein. Ça coûte quand même un peu une certaine somme, surtout si on veut l'accorder. Mais bon, il faut l'accorder le piano derrière. Et ça qu'il y a le piano numérique, par exemple, aujourd'hui. Mais bon, en tout cas, à l'époque de John Cage, il n'y avait pas de piano numérique, mais il y avait comme des pianos, et ils étaient relativement accessibles.
Et c'est pour ça qu'ils ont fait du coup comment on peut un petit peu dégommer, comment on peut casser la gueule à ce piano pour c'est le symbole un petit peu de la musique bourgeoise et comment on peut en faire complètement autre chose. Donc c'est pour ça qu'ils ont dégommé des pianos, enfin c'est comme ça qu'on peut le voir en tout cas, dégommer des pianos, mis des gommes, etc., faire des pianos préparés, pouvoir tout modifier pour voilà. Là je me souviens d'une photo d'un piano où ils avaient rajouté dessus, je sais pas, peut-être un aspirateur, n'importe quoi, de la peinture, plein de trucs. En fait ils avaient profané le piano, ils l'avaient désacralisé. Et ils avaient du coup, en faisant ça, ils avaient détruit un petit peu, bon c'est une proposition, mais détruit un peu sa part d'aura pour que quelque part il soit rendu beaucoup plus accessible, pour que quelque chose qui était destiné à une classe particulière, d'un seul coup soit saccagé quoi. Ils ont saccagé l'image du piano. Voilà, moi j'aime bien cette image là du tout. En fait moi j'aimerais bien saccager les modes de production de la pensée intellectuelle. Ça me ferait plaisir ça, de profaner du coup le mémoire. Alors est-ce que je le fais bien? Je sais pas, je pense que je le fais pas vraiment jusqu'au bout. Il y a peut-être quelque chose un petit peu comme ça, et en même temps je trouve que je suis très frileux. Mais voilà, en tout cas c'est cette idée là je crois aussi quelque part qui se fait. Mais quelque part c'est vrai que, alors je dis pas que je fais la révolution, mais dès les premières vidéos que j'ai faites dans le mémoire, où je fais des sortes de conférences et en même temps je fais la cuisine, c'était pas conscientisé comme tel, mais il s'agit pas de le conscientiser, il s'agit de le faire et puis de conscientiser après. Je mélange ici un art majeur qui serait pas forcément un art d'ailleurs, hein, c'est des pratiques majeures. Une pratique majeure qui est censée être liée à un espace public, qui est faire des conférences. Normalement on fait des conférences, et en tout cas des conférences un peu comment dire, intellectuelles. Alors, bon, je sais pas si ça avait valeur de discours intellectuel ce que je faisais, hein, mais bon, voilà, faire un discours comme ça dans un amphithéâtre par exemple, voilà, et puis ça dure 1 heure, ça fait ça. Et puis bon, on boit éventuellement de l'eau à côté, mais voilà, on a un petit micro, les gens nous écoutent, ils sont en face, quelque chose de très voilà, de très. Et puis si jamais on avait à faire ça même sur des captations, sur des cours en ligne par exemple, eh bien on se mettrait comme ça, face caméra avec du blanc autour, et puis on expliquerait face cam. Bon, quelque chose avec des notes aussi, bon, je sais pas. Mais là quelque part, c'est pas ce truc-là, je suis pas dans l'espace public, je suis pas à faire quelque chose comme. Mais il y a quand même une conférence qui est faite, il y a quand même une explication, il y a quand même quelque chose qui se développe et j'espère une pensée qui se développe. En tout cas, moi, il y a des idées qui viennent quand je fais ça. Et en même temps, je le fais en même temps que je mange, ou en même temps que je prépare à manger. Et je le fais chez moi aussi, dans un espace domestique. Donc ça, c'est plutôt mineur, justement. Là, l'espace domestique, c'est le truc féministe, c'est... Enfin, ce serait justement le truc plutôt féminin, c'est ce qui n'a pas accès à la parole, justement. C'est ce qui est... c'est faire à manger, c'est censé être c'est le travail domestique aussi, c'est le truc trivial, non pas de la pensée, mais justement bassement matériel. Voilà, c'est déprécié aussi ce truc-là, je trouve, faire la cuisine. Et d'ailleurs, quand je l'ai montré à un professeur, alors je sais pas si c'est ça qui l'a touché, mais ça, j'ai cru voir que ça l'a gêné et bon, et il faudrait voir en fait qu'est-ce que ça, voilà, est-ce que faudrait voir justement si ça gêne ou pas des gens qui seraient un peu plus intégrés dans les codes, et quelle est leur réaction par exemple. Ça pourrait être une, bon, je vais pas trop m'embêter avec ça aussi, mais voilà. Et j'aime bien cette idée-là, en fait, voilà, de pouvoir mêler pratique majeure et pratique mineure, parce qu'il n'y a pas de raison. Et de la même manière, c'est ça, ce que j'aimerais, c'est que, voilà, c'est que les pauvres qui sont des gens qui sont nécessairement des gens très cons et incapables de pouvoir faire de la philosophie, de la politique, eh bien, ils puissent le faire quand même, voilà, et qu'ils puissent se permettre de le faire, simplement. Et ils le font déjà, bien sûr. Mais comment récupérer, en fait, voilà, c'est... Tout comme Fluxus récupère les codes de la bourgeoisie pour les profaner et les rendre quelque part accessibles, ou en tout cas
pour s'autoriser à les rendre accessibles, à les reprendre depuis une position populaire. Comment faire ça, mais aussi pour les outils de production intellectuelle. Comment faire une production de pensée depuis une position populaire, mais qui ne soit pas non plus, enfin qui soit aussi dans une forme de création, qui permette la création. Ah. Alors bon, mon statut est un peu trouble parce que je fais ça aussi en tant qu'étudiant et dans le cadre d'un mémoire. Donc c'est un petit peu tout ça qui est un peu bon. Mais ce qui est intéressant, c'est justement de voir comment je peux mettre en place des formes qui voilà, mélangent tous ces formats-là, tous ces trucs-là. Et voilà, c'est pour pas trop être catégorisé justement. J'aime bien l'idée d'une forme de... Bon, je parle aussi du coup de... Il y a chez Rancière l'idée d'une démocratie esthétique, hein, il parle de différents régimes de l'art et tout ça, bon. Et que justement, dès le moment où il y a un art qui est favorisé par rapport à un autre, et bien du coup il y a une hiérarchie qui se construit, et puis c'est pas... Il dit voilà, quelque part, dans un musée démocratique, eh bien on aurait toutes les esthétiques possibles. Et chacun pourrait se lier ou pas à des esthétiques particulières. Voilà, donc il y aurait aussi bien des gens qui font des conférences que des gens qui font de la cuisine. Et ce serait mis sur le même niveau en fait, il y a un côté comme ça. Il n'y aurait pas de... Bon. Et il y a un truc aussi, d'ailleurs, je crois que c'est chez John Cage aussi, bon, qu'on trouve chez Rauschenberg, que on peut mélanger tous les médiums. C'était Jacques Laffont qui nous avait beaucoup parlé de ça, qu'en fait, voilà, il y a une différence entre Greenberg, enfin, un schisme entre Greenberg et Rauschenberg. Greenberg disait, ben voilà, ce qui compte dans l'art moderne, c'est de trouver l'essence d'une peinture, d'un objet. Donc quelque part, ça, ce sur quoi il va travailler, sur de trouver une manière une pureté en fait dans l'objet, quelque chose comme ça, quelque chose de l'ordre voilà, d'amener la peinture à ce qui fait qu'elle est peinture. Et de l'autre côté, on a Rauschenberg qui dit mais non, c'est pas vrai. La peinture n'est pas, il n'y a pas une essence de la peinture, il n'y a pas des médiums qui ont chacun une essence, qui serait voilà la peinture, le son, le truc machin, la sculpture, etc., qui serait dans une espèce de pureté qu'il faudra atteindre. Mais on peut faire ce qu'on veut, quoi. On peut faire ce qu'on veut, il n'y a pas de raison de ne pas pouvoir faire ça. Et donc du coup, alors, il le dit pas tout à fait comme ça, il faudrait voir comment il le dit, mais il dit voilà, on peut peindre sur son lit. Et il a peint sur son lit, il a exposé son lit peint, avec la peinture dessus. Et voilà, donc là c'est marrant parce que voilà, il lit aussi la peinture avec quelque chose de beaucoup plus trivial qui est le lit, quoi. Et voilà, et puis du coup, Fluxus après est un petit peu dans cette lignée-là aussi, hein, quand on a John Cage qui va, alors j'ai pas trop vu ça, mais apparemment c'est ce que faisait John Cage, c'est ce qu'on m'a dit. Il va mélanger plein de médiums, il va mélanger sous le couvert de performance, voilà, de la peinture, du son, d'autres choses, et puis il va faire de la musique avec des objets du quotidien, et voilà. Et donc il y a un côté d'hétérogène pour le coup, de mélanger différentes choses, et de faire des liens, et même rhizomatique aussi là-dedans, voilà, n'importe quoi peut être connecté avec n'importe quoi. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de faire une hiérarchie. Bon. Revenons aux mémoires. Parce que... Je dis ça parce que... Voilà. Par exemple, hier, donc j'avais un cours d'électroacoustique, et mon prof me disait que dans ce que je faisais, bon... c'était bien, mais... il fallait après que je trouve l'idée. L'idée, comme ça. Alors, ce terme d'idée, du coup, il me gêne en plus parce que c'est vrai que c'est pas tant des idées que des questions matérielles pour le coup, mais l'idée qui serait comment expliquer ce que je fais, comment pouvoir décrire par le langage ce vers quoi ça va. Et en fait, ça correspond à mettre un titre aussi, quelque part. En tout cas, c'est lié à ça. Et c'est vrai que mon mémoire, par exemple, n'a pas de titre. On n'a pas de titre, pour l'instant. En tout cas, je n'en ai pas trouvé un. Et si je mets un titre,
quelque part, c'est comme si je mettais un sujet ou une problématique, et c'est déjà, du coup, identifié, le mémoire. Quelque part, c'est vrai que je disais que par rapport au sujet, pour être tout à fait honnête, je peux pas dire que je sais pas, je peux pas dire que, je peux dire qu'il n'y a pas de sujet, en fait. D'acter qu'il n'y a pas de sujet, parce que bon, en fait, pour être franc, c'est que je ne sais pas. Voilà. En fait, c'est que le mémoire, je ne sais pas quel est le sujet du mémoire, je ne sais pas de quoi ça parle, je l'ai pas lu en entier, je l'ai écrit mais je l'ai pas lu en entier, je l'ai pas relu en entier, je veux dire. Je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, j'ai pas pu avoir une vision d'ensemble pour savoir de quoi ça parle, et je ne sais pas de quoi ça parle. Et c'est comme si, quelque part, pour l'écrire, il fallait que je ne sache pas de quoi ça parle. Parce que je ne sais pas ce qui va être dit dedans, parce que j'ai pas encore compris le truc. Tout comme une découverte. Quand on découvre quelque chose, on ne sait pas ce que c'est avant de le découvrir. Sinon, on va pas s'embêter à le découvrir. Voilà, bon. C'est bête, hein, mais... si on veut explorer un territoire, on ne sait pas où on va. Si par exemple, là, alors, si par exemple des scientifiques ont un microscope, inventent un microscope ultra, ou un télescope, un microscope très très précis qui permet d'aller en dessous du quartz, ils vont pas dire on fait un microscope pour observer les schmilblick, voilà, parce qu'en fait ils ont dit en dessous du quartz il y a des schmilblick qui sont bleus, on va dire qui sont bleus et qui ont telle taille. Ils peuvent pas le savoir parce que pour ça il faut d'abord qu'ils construisent le microscope pour ensuite voir qu'est-ce qu'il y a, mais ils ne savent pas qu'est-ce qu'il y a. En fait, pour découvrir quelque chose, on peut découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas encore. C'est quand on le découvre qu'on peut savoir ce que c'est. Et c'est comme si c'était ce processus-là que je cherchais aussi un petit peu. C'est qu'il y a quelque chose que je ne sais pas. Je ne sais pas je sais que ça va vers là, je sais intuitivement que ça va vers des choses et que je peux donner quelques mots-clés, mais je peux pas savoir si c'est vraiment ça, parce que ça va peut-être aller autre part complètement et je ne sais pas du tout. Et même c'est un petit peu gênant parce que des moments justement où je catégorise, où je dis je travaille sur ça, je peux pas aller travailler sur autre chose. Donc à la fois ça emprisonne, ça empêche, hein, c'est comme pour le coming out, comme pour le queer, etc. C'est déjà nommer une catégorie, et c'est une catégorie qui du coup va être identifiée en fait. Et c'est comme si du coup, est-ce que du coup je travaille pas de manière tout à fait paradoxale sur la désidentification, sur la désubjectivisation, hein, pour ne pas être assujetti à justement une catégorie ou une taxinomie. C'est une idée, hein. Mais je dis pas que c'est vraiment que ça en plus, je sais pas. En tout cas, c'est comme si j'essayais de construire aussi un ensemble cohérent dans tout ça. Ce que je peux dire aussi, c'est que ça c'est peut-être plus une clé pour comprendre. Parce que finalement, tout ce mémoire aura été sur la question de qu'est-ce que c'est que ce mémoire, qu'est-ce qu'on me demande de faire, qu'est-ce que c'est que ce sujet, qu'est-ce que moi je réponds à tout ça. Et donc du coup, ça crée tout ce truc-là. C'est quand même sacrément intéressant. Même si des fois, il y a des détours vers autre chose, vers la figure du surdoué, vers la figure du schizophrène, qui, d'une manière ou d'une autre aussi, répondent à ça aussi quelque part. C'est marrant, ça pose la question de la sérendipité aussi. Hein. C'est surprenant parce que je me rends compte que des fois, quand je pense trop dans le mémoire, je suis trop dedans. Et puis je m'autorise, enfin ça sature, et puis après c'est au moment où je m'autorise à ne plus travailler sur le mémoire que je vais aller regarder des vidéos sur YouTube, et que là je vais tomber sur un concept qui d'un seul coup c'était ce qui me manquait justement. Donc c'est super. Donc c'est justement au moment où je m'autorise à faire autre chose que je fais la même chose, que je peux avancer en fait. Voilà. Et j'avance mais autre part. Donc il y a ce truc-là un petit peu de toujours un petit peu échapper. C'est en échappant que ça permet d'aller autre part et de faire autre chose. Donc je disais bon. Alors, est-ce que par exemple le sujet ça pourrait être la désidentification? Ce qui est étrange. Parce que
dès le moment où ça devient un sujet, ça se retransforme aussi. Donc, si je voulais être vraiment radical, il faudrait que je me dise j'ai pas de sujet. Ou il faut plutôt dire que je ne connais pas le sujet avant qu'il soit fait. Voilà. Ou alors je peux dire aussi, simplement, mettre un sujet. Je peux préciser comme un avertissement. Mettre un sujet, c'est déjà se catégoriser. C'est déjà être soumis à un pouvoir qui empêche toute création, toute possibilité de changer. Voilà. Il y a d'ailleurs on joue aussi une dialectique qui est celle de Deleuze entre l'appareil d'État et la machine de guerre. Il dit l'appareil d'État, c'est un appareil de capture qui va justement identifier, contrôler, séparer, segmenter qu'est-ce qui vient d'un côté ou de l'autre. Et la machine de guerre, c'est justement ce qui permet de remettre en mouvement ces lignes-là, où il n'y a plus de segmentarité entre le dedans, le dehors, le machin, tout ça. Mais qui va essayer de casser ces trucs-là, hein, de faire quelque chose qui soit ni d'un côté ni de l'autre, ni homme ni femme, ni conférence universitaire, ni cours de cuisine. Et voilà, et pour casser ces trucs-là. Et que c'est une machine de mutation. Elle est toujours en train de faire changer les choses. Voilà, elle change, elle ramène le changement un petit peu. Et cette machine de guerre, c'est vrai que dans le paradigme dans lequel je me place, alors là c'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure, et qui s'est lié aussi beaucoup à des affects. Hein. C'est marrant parce que c'est comme si la pensée venait pas comme ça, mais elle était liée d'abord à des affects. C'est d'abord en me confrontant, alors est-ce que c'est des appareils d'État pour le coup, mais c'est en me confrontant à des contraintes que je trouvais injustes, que je trouvais en tout cas pas légitimes, de la part en face. Par exemple, avoir un sujet, avoir une problématique. Bon, la question de la bibliographie se pose maintenant, bon, peut-être avec moins de force, mais en tout cas, je m'aperçois qu'il y a un problème là-dedans que j'ai pas compris encore. Je suis pas sûr de pouvoir le résoudre d'ici là. Bon. Mais, ou aussi, voilà, des formes du style passer par l'écrit, faire un texte d'introduction, etc. Et c'est à chaque fois en me butant contre ces choses-là que je me suis dit, bon, je me sens obligé de le faire, mais j'ai pas envie de le faire. Et pourquoi j'ai pas envie de le faire ? Qu'est-ce que ça provoque comme émotion ? Et en fait, dans les émotions que j'avais, dans les affects que j'avais, je me suis rendu compte que ça m'a beaucoup aidé en fait. Comme si je ne savais pas à l'avance ce que j'allais y découvrir, mais que l'affect révélait quelque chose de très intéressant. L'affect m'a mené assez vite vers les questions de surdoué, de schizophrène, de questions d'abandon, ces choses-là. Et en fait, comme je voyais que ça me touchait, mais ça, du coup ça permet de pouvoir en fait exprimer quelque chose qui enfin voilà, c'est un peu le guide quoi. C'est comme si j'étais d'abord guidé par l'affect en premier lieu, par le désir, et que ça ensuite ça produisait quelque chose. Alors comment voir ça du coup ? C'est-à-dire que c'est quoi cet affect là ? Cet affect, eh bien, comme je l'ai compris, ou en tout cas comme je le recomprends peut-être, c'est justement une force du dehors. C'est-à-dire que l'appareil d'État, ou en tout cas cette structure-là aussi qu'on trouve chez Marx, qui serait le capitalisme, et qui serait aussi l'État en même temps, enfin bon, t'as des choses aussi, quoi. Justement, découpe, segmentariste, toutes ces choses-là. Et c'est aussi une structure qui est une structure mentale, donc peut-être le surmoi, par exemple, qui est une structure qui crée du sens sur les choses, qui cadre, qui crée un dedans et un dehors, et qui cadre, et dans ce cadre-là, ça restructure tout. En fait, tout est bien à sa place, tout est bien organisé. Donc il y a une espèce de un quadrillage, un contrôle, une image. Ça fait image, en fait. Ça fait image. C'est-à-dire qu'on construit un système de sens, qui construit un système de désir, aussi, puis aussi un système de percept aussi. Voilà, ça construit en fait un récit. Voilà, on a un grand récit qui explique les choses, le monde, et qui permet de se lier dedans. Et c'est comme si les affects, bon, en tout cas, ou les émotions, n'importe quoi, bon, étaient une force du dehors, c'est-à-dire il y avait quelque chose qui, enfin, ce récit-là, il tente. C'est un récit, mais c'est une image, c'est un récit. C'est un idéal, c'est une idée qui essaye d'expliquer les choses. Mais il y a des choses qu'elle ne peut pas expliquer. Alors, il y a des choses en tout cas qui échappent à ça.
La plupart du temps, on ne les voit pas. En tout cas, ça reste en dehors. Ça se situe en dehors du récit. Donc c'est fait de telle manière que le récit arrive à les mettre de côté. Mais des fois, ça rentre dedans, en fait. Et ça crée des conflits dans le récit. Alors, ces conflits-là sont gérés, sont par sidération, par un ensemble de choses, mais ça crée des conflits. Et voilà. Et en fait, il y a des brèches, il y a des failles dans ce récit-là. Et en fait, c'est qu'il y a une force du dehors. Ces affects sont justement liés au dehors. C'est des forces qui veulent rentrer dans le récit parce que elles veulent le remodeler, parce que le récit ne tient plus. En fait, il est pas, enfin, en tout cas, il ne tient pas. Il est pas suffisant. Voilà. Et plus on s'accroche à ce récit-là, plus il tient pas, plus il se casse la gueule, quoi. La question, c'est du coup comment pouvoir réintégrer les forces du dehors et quel jeu s'entretient avec le récit. Donc le récit, c'est une structure. En fait, c'est une structure. On peut voir comme ça. C'est une structure au sens large. Hein, structure. Des structures sur différents plans, sur différents champs. Et on a le monde réel, pour le coup, le monde en delà de ce récit, qu'on ne connaît pas, qu'on n'a pas accès, hein, en tout cas, on n'a pas accès par la conscience, qu'on peut appeler aussi l'inconscient, c'est-à-dire le non-récit, c'est ce qui n'est pas mis en récit, c'est le non-représentable, c'est l'imperceptible, c'est en tout cas voilà, c'est toutes les voilà. Bon, un peu tout ça en tout cas, qui se situe en amont en fait du récit, hein, qui en situe voilà. Et la fondation, enfin le récit n'est juste c'est une représentation de ça, mais c'est toujours qu'un point de vue, toujours qu'un cadrage de cet inconscient là. Voilà. La conscience c'est juste une émanation de l'inconscient qui tente de s'en faire une idée, mais c'est tout en fait. C'est le récit qui est produit par l'inconscient et pas le reste en fait. Voilà. Et ce récit là, justement des fois il est mis en défaut et la question c'est ça que je crois que j'essaie de faire, c'est alors c'est pas ça que j'ai essayé de faire en tant que tel, mais c'est que dans ce paradigme là il y a un côté un peu comme ça de comment casser ce récit là aussi, comment voilà, et du coup comment voir où ça casse, comment voir où il y a les brèches, où il y a les voilà. Et en fait ça se joue beaucoup au niveau des affects, c'est vrai. Sachant qu'il y a évidemment, moi je me construis aussi un propre récit là-dessus et j'aime pas trop qu'on l'attaque non plus, donc moi j'ai peut-être un peu attaqué le récit universitaire ou le récit qui veuille que par exemple là qu'il y ait un sujet ou je sais pas quoi, parce que ça crée chez moi un conflit notamment émotionnel et donc d'affect. J'ai essayé de voir pourquoi, qu'est-ce qu'il y avait comme conflit qui faisait que quelque part que là il y avait un récit qui essayait de se mettre sur quelque chose alors que moi je ressentais pas les choses comme ça, donc ça crée ce truc là. Et du coup comment ça joue, bon. Et puis en même temps bon voilà, par exemple quand hier la professeure me dit que je parle trop vite et que du coup qu'on risque de pas me comprendre, etc. Enfin, j'étais très frustré en fait. Et donc là par exemple il y avait aussi un conflit qui s'est créé. Et là peut-être que c'est mon récit qui a été attaqué aussi et qu'il faut que je comprenne aussi, qu'il faut que j'arrive à détruire aussi. Mais peut-être aussi parce que je savais pas que mon récit soit rabattu sur un autre récit, ou c'est peut-être qu'il faut forcément du récit. Enfin, en tout cas, c'est toute cette question-là, hein, d'un rapport entre la structure, qui serait un truc un petit peu, qui se veut un peu immuable, et son extérieur, son dehors, qui serait quelque chose de toujours en mouvement, quelque chose de chaotique en fait, que le monde qu'est le chaos un petit peu, et qui vient toujours tester ce récit-là en permanence. Et soit le récit se blinde, soit il accepte de faire des liens et de se retransformer et d'ingérer un petit peu le chaos derrière. Mais en tout cas, voilà. Alors après, moi, je sais pas trop quelque part s'il vaut plutôt prendre parti pour le chaos ou pour le récit ou pour que le récit grandisse et accepte le plus en plus de chaos possible. Je sais pas comment ça marche. Voilà, c'est ça. Mais c'est ça que j'essaie de comprendre en tout cas. C'est ce système-là, et j'essaie de le comprendre intuitivement aussi. Bon. Donc d'ailleurs, qu'est-ce qui se passe dans ce cadre-là? C'est-à-dire que si on prend bon, je vais finir après là-dessus parce que le rapport LGBT queer, c'est que dans le rapport queer, justement, il y a l'idée de pouvoir partir, enfin de saisir un petit peu les désirs, les affects, les trucs un peu cachés, imperceptibles, de partir un peu du chaos, de voir, voilà, qu'est-ce qui n'est pas dans le récit dominant de ce que c'est qu'une bonne sexualité, par exemple, ou un bon genre ou quoi. Et de s'extraire du récit, de sortir du récit pour aller vers le dehors. Donc c'est pas qu'on sort d'un récit, mais c'est peut-être qu'on en construit un autre ou quoi. Bon, en tout cas, on veut s'évader du récit principal, voilà, pour atteindre en tout cas quelque chose qui sera à l'extérieur de lui, quelque part,
même sans savoir où c'est. Donc arriver vers des trucs un peu inconnus comme ça. C'est ce qui arrive maintenant d'ailleurs quand on a des inconnus, puisque on n'est plus des transitions du style homme vers femme et femme vers homme, mais on est vers homme vers inconnu. Hein. C'est ça. Donc des gens qui vont vers un genre qu'ils ne connaissent pas encore. Donc ils vont vers un devenir inconnu, un devenir autre en fait. Un devenir dehors. Côté comme ça. C'est pas mal ça, c'est le devenir dehors. Voilà. Et puis de l'autre côté, du coup, les mouvements un peu LGBT qui se situent à l'intérieur du récit et qui, elles, il y a un dehors et elles veulent le recapturer sous des catégories. En disant voilà, toi t'es lesbienne, toi t'es homosexuel, toi t'es comme ça, toi t'es donc avec un truc de langage, voilà. Et peut-être qu'il faut les deux, hein. Peut-être que s'il y avait pas ça quelque part, il y aurait un récit qui serait toujours le même, qui ne changerait pas, qui serait un récit du coup un peu conservateur, traditionnel, hein, voilà. Et que justement le mouvement, un petit peu peut-être de la modernité, c'est justement que ce récit soit toujours mis en défaut et qu'il essaie toujours de rabattre, d'avoir plus grand que lui, sans jamais y arriver. Mais bon, et pour ça, il faut qu'il y ait des espèces un petit peu de côté un peu d'avant-garde qui vont pouvoir explorer d'autres champs, et d'autres qui vont essayer de les réintégrer dans le récit, de les rabattre en fait. Voilà. Et alors, est-ce que, moi la question maintenant que je me dis, c'est est-ce que ça c'est le mouvement typique du capitalisme et qui est quelque part par définition super oppressif, super méchant, et quelque part qu'il faudrait éviter ça, qu'il faudrait s'en protéger de ce mouvement-là, ou est-ce qu'au contraire il ne faudrait pas l'accélérer, ou est-ce que au contraire c'est pas justement un mouvement souhaitable quelque part. Voilà, ça j'ai pas trop trouvé encore, mais en même temps le problème c'est que bon, si je me place du côté où je me dis faire ça, aller vers l'extérieur, etc., c'est de le mouvement d'expansion, hein, presque colonialiste aussi un peu qui va toujours coloniser d'autres champs du capitalisme. Je me dis bon, faire ça, le problème c'est que c'est bah bon, sinon je fais rien quoi, sinon voilà, j'ai mon petit boulot dans ma vie, puis je me dis je bouge pas, et puis bon, voilà, donc faut bien faire un truc. Par contre en effet c'est peut-être plus dans peut-être qu'en effet la forme de la récupération, elle essaye justement de penser les meubles, de penser le problème de penser le récit un petit peu, le récit dominant, penser comme un pansement quoi, alors que quand on part depuis l'extérieur, on crée une tension de par le récit, et jusqu'à ce peut-être qu'il puisse s'effriter. Donc en effet, c'est peut-être plus intéressant de penser, donc de penser que l'évasion précède la capture, et de ne pas se dire que la capture se situe, voilà, il faut pas, on n'essaie pas de capturer l'extérieur, mais au contraire il y a quelque chose qui nous échappe. En fait, il faut dire comment échapper, comment être dans l'indéterminé justement, comment faire fuir justement, comment fuir du récit en fait. Voilà. Et donc là il y aurait pour le coup une dialectique, non pas entre ce mouvement d'expansion et ne rien faire, un statu quo, mais plutôt penser que voilà, en fait c'est qu'il y a une sorte de limite entre ce qui est l'ordre du récit et ce qui est l'ordre du non-récit, et dominant en tout cas, et que en fait ce qui compte c'est qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il y a dehors, et il faut se dire comment des gens peuvent sortir du récit pour aller vers l'extérieur, un autre récit, faire jouer la concurrence, et pas l'inverse, parce que sinon ils rentrent dans le récit. Et c'est comme si justement le capitalisme, ou l'État ou ce système de pouvoir essayait de, voilà, quand les gens sortent, disent ah merde c'est bête, donc du coup il veut essayer de les rattraper, donc du coup il s'élargit un petit peu, voilà. Pour pouvoir intégrer d'autres personnes, pour être plus désirable, peut-être aussi. Voilà, peut-être qu'on peut le voir ça, c'est comme une espèce de marché, hein. Quelque part, c'est que il y aurait un marché, il y aurait en tout cas un système de concurrence entre différents systèmes, dont le système capitaliste, mais aussi d'autres systèmes, et que quand on va dans le dehors, c'est qu'on a trouvé un système plus intéressant que le capitalisme. Et dans ce cas, le capitalisme il est embêté, donc il faut qu'il arrive à devenir quelque part plus désirable que le système qui est à l'extérieur, pour que les gens puissent revenir dedans. La question c'est du coup, comment trouver un système plus désirable que le système capitaliste pour en sortir,
pour que quelque part ils soient un peu obligés de revoir ses exigences et ses normes jusqu'à réintégrer ce qu'il y avait à son extérieur. Voilà, le récit dominant, quelque part, c'est un récit qui est étrangement assez souple, dans le sens où, et en même temps, du coup, c'est là où il fait sa force aussi, c'est que dans une logique un peu concurrentielle, il essaie toujours, il veut gagner, quoi, il veut gagner, et il veut que les gens viennent chez lui, donc il essaie d'être toujours le plus désirable possible, et donc il va tout faire pour être le plus désirable possible, pour que les gens puissent rentrer dedans, sinon il va s'effriter. Et ça joue à ce niveau-là. Donc du coup, si on veut qu'il soit vraiment le plus désirable, il faut faire jouer la concurrence. Et il faut justement construire à son extérieur des systèmes plus désirables que lui, jusqu'à ce qu'il arrive en fait sinon il y aura un conflit quoi quelque part. Bon, voilà, je vais arrêter là du coup. Je suis pas sûr que j'ai beaucoup. Il y a un truc aussi sur la question du fragment. Hein. C'est vrai que, par exemple, les conférences que je fais là un petit peu, elles partent dans tous les sens. On m'a dit ça souvent. Moi, je trouve qu'elles elles reviennent sur leur chemin. Hein. C'est un petit peu. En fait, elles explorent des champs et puis après elles y retournent et puis voilà. Bon, il y a un côté. Bon, mais c'est comme tout. C'est le déploiement d'une pensée qui est en train de se faire. Moi, ça me pose aucun problème. Mais bon, alors en effet, c'est pas une conférence, non plus, c'est pas une restitution, voilà, point par point, avec. Même s'il y a quand même des séquences, et qu'en fait, quand je le regarde et quand je les relis, je vois que ça reste assez organisé, et qu'il y a des séquences qui pourraient être mises comme ça, qu'on pourrait... peut-être qu'il faudrait faire un remontage. Peut-être. Hein, mais moi, ça me gêne un petit peu, parce que quelque part, je crois que si je fais trop ça, si je m'oblige à faire une conférence sur un sujet très spécifique, eh bien, j'empêche, en fait, tous les liens qu'il pourrait y avoir, les petits liens, les petits... C'est comme s'il y avait une infrapolitique, pour prendre un terme, là, un peu facilement... En tout cas, il y avait une infrataxinomie en fait dans la conférence qui ferait que j'ai envie aussi de désidentifier quelque part les objets, de pas dire que voilà, de pas créer. Si je fais un sujet sur uniquement sur je sais pas c'est quoi ce que j'ai dit là sur l'homosexualité, par exemple, pas plus que ça. Je trouve ça bête parce que ça parle aussi du mémoire et ça parle de beaucoup d'autres choses et qu'il y a beaucoup de liens en fait. Et que ça fait des rhizomes un peu, ça fait des, même si c'est pas tellement des rhizomes là mais plus des radicelles, en fait, ça parle de beaucoup d'autres choses que simplement de l'homosexualité. Donc voilà, moi j'ai envie plutôt de m'intéresser dans une vision un peu plus holiste, qu'il y a une toile qui s'étend, il y a quelque chose qui essaye de relier plein de liens comme ça, et c'est toujours plein de fragments. Et ce que je fais à chaque fois que je fais ces sessions-là, c'est que je retrace un peu des traits sur cette carte-là. Et en fait, là, je trace une sorte de carte mentale de pensée. Et de construire une sorte de paradigme, ou je sais pas quoi, mais d'un système cohérent qui permet de relier toutes ces choses-là. En tout cas, que j'essaie d'être cohérent. Voilà, je construis une sorte de théorie globale. Je sais pas trop ce que je fais, mais bon. Voilà. C'est du collage, hein, tout ça. Bon voilà, je vais arrêter là. Après, se pose comme la question que je reviens au début, voilà, de la communication et de parler trop vite. Est-ce que je peux pas essayer de parler moins vite ? Faut voir aussi. Sauf qu'après, bon, c'est toujours un temps, on m'a toujours dit que je parlais trop vite. Et il faut que j'arrive à comprendre pourquoi. Je pense que c'est plus intéressant de savoir pourquoi je parle trop vite, plutôt que de m'obliger à pas le faire. Parce que si je fais ça, ça va pas changer grand-chose. Si je parle vite, c'est en effet comme si j'essayais de rattraper ma pensée, quelque part, qu'elle s'échappait, j'essaie de la rattraper à chaque fois. Et en même temps, peut-être aussi c'est parce que il y a peut-être une urgence aussi. C'est un affect qui est lié à ça, une excitation qui est liée que je me sens un petit peu comme en danger, voilà, je sais pas, quelque chose comme ça, où il y a une menace ou un affect de peur qui serait le travail, au sens de, qui fait que il faut que je trouve quelque chose, il faut que je m'échappe. Et je m'échappe par la pensée, par la parole, et que en fait je n'ai rien à dire, j'ai rien à dire de vraiment précis, mais juste mais je sais pas ce que j'ai à dire, mais il faut que je trouve, donc du coup je cherche et je vais très vite comme ça, il y a une sorte de précipitation. Parce que justement il y a ce truc de quelque part peut-être qu'il faudrait faire l'inverse par ailleurs, peut-être qu'il faudrait justement ralentir.
pour ça. Mais il y a en tout cas un sentiment de voilà, je cours, quoi. C'est comme ça. C'est fréquent en fait, bien sûr. Et c'est pour ça d'ailleurs que il y a des moments où je parle beaucoup moins vite. C'est les moments au second semestre de l'année dernière où je me suis filmé et des fois je dis rien pendant 30 secondes et ça se sent que c'est beaucoup plus lent. Mais parce que je suis dans un niveau d'énergie qui est très différent aussi, puisque là par exemple cette semaine, ben voilà, faut que je prépare un concert pour samedi, là je vois un ami tout à l'heure, ah merde, il faut que j'aille, ben voilà, je vais être en retard par exemple, là si je fais pas gaffe, et puis après un autre ce soir, et puis demain faut que je répète, enfin voilà, et en fait du coup je suis dans un truc où bah, ça n'en finit pas, il faut que je fasse ce mémoire, et puis donc il y a une accumulation ici, donc voilà, et donc du coup c'est, voilà, un peu par manque de temps aussi, voilà, parce que j'ai l'impression que tout ce que je veux dire, j'aurai pas le temps de le dire, parce qu'il y a un gros truc derrière, je peux pas le caser comme ça, j'aimerais bien dire, voilà, il y a tout ça, et je parle vite parce que c'est comme si, voilà, il fallait que je, parce que si je parle lentement, en fait, même si c'est un truc aussi, quand je faisais ça quand j'étais petit, aussi, quand je parlais plus lentement, j'essayais d'expliquer un truc, on me coupait tout de suite, en fait. Voilà, parce que forcément, si je parle pendant 1 heure, par exemple, là, comme ça, on ne peut pas m'écouter pendant 1 heure. On va se faire chier, on va se casser. Du coup, j'essaie de parler vite pour pouvoir caser mon truc. Comme si j'avais besoin que ce soit entendu, aussi. Donc il y a peut-être un besoin il y a peut-être un besoin que ce que je dise soit reçu quelque part. Comme si j'avais besoin aussi de ça. Mais le problème, c'est que j'arrivais pas. Et c'est pas en parlant lentement que ça marchait. Et c'est pas en réduisant ma parole que ça marchait. Ou alors, il faudrait le faire peut-être sous d'autres formes. Et c'est là où c'est intéressant. Parce que je me suis dit, en fait, quand on me disait ça, que je parlais trop vite, hier, je me suis dit, en fait, il faut peut-être pas que j'explique. Parce que si j'explique en parlant lentement, ça ne marche pas. Mais le problème, c'est peut-être que, justement, je parle en expliquant. Alors peut-être qu'il faudrait que je trouve d'autres modalités de parler. Peut-être que, justement, plutôt que ce soit à moi d'expliquer un système de solution, etc., qui est en fait, part toujours d'une question au début. Enfin, part toujours d'un truc ou d'un ressentiment, ou de quelque chose qui va pas, ou quoi. J'aurais plutôt faire l'inverse. De me dire que j'essaie pas de communiquer un récit ou un contre-récit ou une réponse ou quoi. Ça je l'ai, je peux en parler, je peux le proposer, mais c'est pas ça que je veux dire quelque part. Ce que je veux dire, c'est pas une solution, parce que la solution c'est moi qui l'a fait et c'est moi qui la cherche. Et je sais pas si elle est vraie ou pas, c'est une proposition. Mais plutôt je pose des questions, en fait. Et ça, une question, ça peut poser assez peu de temps à poser. Voilà. Par exemple, si on me dit pourquoi je parle trop vite, plutôt que d'expliquer pendant des heures et des heures ce que je viens de faire là, je pourrais dire pourquoi je devrais parler lentement. Pourquoi je devrais parler lentement. Pourquoi je devrais parler normalement. Enfin, c'est quoi la normalité de parole. Voilà, et en face du coup, ça oblige à répondre. Et en fait, en répondant par question, ça oblige que ce soit l'autre qui fasse son chemin de pensée. Et c'est peut-être plus malin, en fait, comme ça. Donc, je pourrais faire ça, d'ailleurs, voilà, la question serait, quand on me dit, c'est quoi ton sujet, je veux dire, pourquoi vous voulez qu'il y ait un sujet? C'est con comme question, hein, c'est très très con, hein, mais en même temps, ça permet de se dire, pourquoi, oui, en effet. Voilà. La question serait, pourquoi? Parce que ça permet de pouvoir développer une pensée. Je vous dis, non, par exemple. Moi, j'arrive à développer une pensée sans sujet. Enfin, en tout cas, on peut dire, par exemple, que on fait un sujet, que à chaque fois qu'on parle, enfin, dans une discussion, il n'y a pas un sujet en amont, par exemple. Voilà, la discussion, elle va mener vers quelque chose, mais du moment qu'il y a quelque chose qui se dit, il y a quelque chose qui est dit sans forcément qu'il y ait un sujet en amont. Si je vais voir un ami, je vais parler avec lui, mais je ne sais pas de quoi je vais parler en amont. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir un sujet en amont. Et puis, il y a plein de sujets qui sont évoqués. Par exemple. En tout cas, c'est que quand on parle de la question, ça devient plus intéressant tout de suite. Donc voilà, pourquoi voulez-vous qu'il y ait un sujet? Pourquoi voulez-vous qu'il y ait une problématique?
Ce qui permet de renvoyer la question. Ça peut pas aussi d'expliquer, parce que le problème c'est qu'en expliquant, toujours très très long, parce qu'il faut tout dire. Il faut dire, quand on me dit pourquoi tu veux un sujet, en fait, le problème c'est que la question elle emprisonne déjà. Elle suppose que c'est normal qu'on soit... elle suppose que c'est normal qu'on soit dans... qu'on ait un sujet. En fait, c'est normal qu'on ait un sujet, c'est normal aussi que du coup on se place selon un mode de communication, c'est normal que... Voilà. Et en fait, il y a tout plein d'évidences comme ça qui sont déjà actées par cette question-là. La question se base sur une sorte de base épistémologique. Le problème c'est que si moi j'ai à répondre à cette question-là, je dois expliquer systématiquement en quoi la question est posée sur des bases épistémologiques qui vont pas. Alors que si je réponds avec une autre question, très rapidement, très simplement, c'est très chiant parce qu'en effet on répond à une question par une autre question. C'est toujours très très chiant, moi je trouve ça très chiant de faire ça, hein, mais bon. Mais ça permet aussi de se baser selon une autre base épistémologique. Et de dire, quelque part, implicitement, la question que vous venez de poser, elle se base sur une base épistémologique, et moi je questionne cette base épistémologique. Voilà. Donc voilà, vous me posez une question, je réponds par une autre question, et en face on pourrait peut-être répondre aussi par une autre question, et là on aurait une réponse, un jeu de questions intéressant, quelque part. Et ce qui est intéressant, c'est que assez vite, on arrive à la question du nihilisme aussi, qui est que quelque part, au bout d'un moment, on aura, voilà, pourquoi tu veux être heureux, pourquoi tu veux... Et à un moment donné, en fait, on ne sait plus quoi répondre. Parce qu'on arrive aux limites du récit aussi, peut-être aussi. On arrive aux limites de la question et qu'il n'y a plus rien à dire, il n'y a plus de questions possibles. Et c'est peut-être ça aussi, quelque part, peut-être, la fin du mémoire, de se dire que, finalement, si on fait que poser des questions, en permanence, il y a un moment où le sens, il n'y en a plus. Et que tout système de sens se base sur des failles épistémologiques, sur un système biaisé, quelque part dès le début, et quelque part sur cette... est-ce que c'est pas une sorte de démonstration, même si c'est pas tellement une démonstration, mais plus une mise en évidence, ou d'une forme de nihilisme du sens. Et peut-être que le mémoire se construit là-dessus, un petit peu déjà, sur une épistémologie, par défaut, qui serait que, déjà, de base, il n'y a pas de sens, il n'y a pas de but. Il n'y a pas un but, et de toute façon, ça a toujours été comme ça. Il n'y a pas un but. Et il n'y a pas de raison d'en créer un de manière artificielle. On peut, si on veut, bon, chacun fait ce qu'il veut, hein, mais et du coup, la question, c'est, dans une forme de nihilisme ontologique, eh bien, sur quoi se baser? Et c'est peut-être ça la question, en fait. Peut-être la vraie question, le vrai sujet, un petit peu. C'est, en partant d'un nihilisme ontologique, je peux dire qu'est-ce qui fait sens, mais on peut dire ça, c'était un truc que j'avais peut-être dit une fois, je sais pas, mais qu'est-ce qui fait sens dans un monde sans sens? Voilà. Et ben rien. Voilà. Nada. Et en même temps, possiblement tout. Voilà. Et en même temps, on peut dire, tiens, si on pourrait interpréter aussi, qu'est-ce qui fait sens dans le sens... Qu'est-ce qui fait sens... Qu'est-ce qui crée du sens dans un monde où, à l'évidence, il n'y en a pas? En tout cas, dans ce paradigme-là que je me place, qui est un paradigme nihiliste, pour l'instant, j'ai pas trouvé d'autre solution. Je trouve pas quelque chose qui aurait, dans l'absolu, du sens. Et qu'est-ce qui fait sens alors? Pourquoi il y a du sens? C'est ces questions-là. Pourquoi il y a du sens? Alors qu'il devrait ne pas y en avoir. Et là, ça devient intéressant, peut-être. Ça, j'ai pas trouvé la solution. Là, par contre, pour le coup, je ne sais pas. D'où cette question aussi. Pourquoi y aurait-il un sujet? Si le monde, justement, c'est ce qui est innommable, parce qu'il n'y a pas de nom à dire sur les choses, bon. Pourquoi nommer les choses? Pourquoi mettre un sujet? Et c'est comme si je me plaçais selon une position extérieure qui disait, mais pourquoi faire un mémoire aussi? Et pourquoi je le ferais, ce mémoire? Il y a plein de raisons pour lesquelles je fais ce mémoire, bien sûr. Mais comprendre les raisons. Donc comprendre non pas ce que je dis, mais ce qu'il y a en amont, et pourquoi je le dis. Et ce qui compte du coup, c'est pas tant ce qui est dit que pourquoi c'est dit.
Et que c'est pour ça, des fois, je sais pas ce que je dis, en fait. Et que j'ai presque besoin d'exprimer sans dire. Quelque chose qui s'exprime, mais ça se dit pas au sens où dire c'est choisir. Et c'est comme si, comme dire c'est choisir, c'est déjà hiérarchisé. Bon, enfin, en tout cas, c'est autre chose encore, ce truc-là, mais peut-être que quand on dit, on crée du sens, puisqu'on coupe. Puisqu'on choisit de dire quelque chose et pas autre chose. Ça va? Ça va. Ah, putain, je me filme. Tu parlais avec Mathias. Non, mais je peux aussi. Salut Mathias. Ah oui, parce qu'il regarde. Mais de toute façon, je le vois tout à l'heure, normalement. Ouais. Ça va? Oui, ça va. Ça fait 1h20 que je fais une conférence. D'accord. Voilà. Ça se passe bien? Ça se passe bien. Je suis fier de toi, mon garçon. Ah, c'est bien. Continue tes petites conférences. Ah, Allez, bisous. bisous. Bon, je vais arrêter là du coup. Mais c'est vrai que cette question est d'exprimer sans dire. C'est-à-dire être dans cette force du dehors, ce désir-là, sans qu'il s'intègre dans le récit tout de suite, en tout cas sans que... Enfin, il va forcément apparaître dans le récit, mais sans qu'il y ait, sans que le récit le mutile en fait en disant. Bon, en tout cas, ça, ouais, il y a un côté comme ça. Comment, en fait, se défaire du récit, comment s'extraire du récit et même extraire le récit lui-même. Ce côté de, voilà. Et donc du coup, s'extraire du sens aussi, et s'extraire de la hiérarchie qu'il propose. Voilà, du système de valeurs. Parce que du coup, dans le monde nihiliste, dans un nihilisme ontologique, il n'y a pas de valeur, en tout cas, ou alors la valeur est partout, hein, mais il n'y a pas une valeur qui vaut mieux qu'une autre, en tout cas. Il n'y a pas une valeur, il y a juste des choses différentes. Et voilà, et c'est ce truc-là un petit peu, comment être en amont du dire, en amont de ce dire qui découpe, puisque dire c'est choisir quel mot on va dire après. Et c'est comme si je ne voulais pas choisir, parce que voilà, choisir c'est s'inscrire dans un récit, et je voulais être dans aucun récit justement, je voulais en tout cas pouvoir le plus possible pouvoir être dans n'importe quel récit et que tous les récits s'entrecroisent de telle manière à ce qu'il n'y ait plus de récits, ou en tout cas qu'il y ait une multiplicité de récits peut-être. Hein, comment faire rhizomer le récit, comment cette multitude de récits pourrait prendre sens, et du coup être dans une forme peut-être schizophrène, peut-être pas, hein, au sens de Deleuze, mais voilà, comment casser les codes justement, comme si c'est ce que fait le schizophrène chez Deleuze. Mais voilà. Et en même temps, comment le faire sans que ce soit justement, voilà, dans une certaine limite, dans le sens où c'est la limite que moi je mettrais, qui serait par exemple, je veux pas que ça me fasse, pour l'instant je suis pas prêt non plus à mourir, je suis pas prêt à souffrir grandement, etc., ou à avoir des frustrations quoi. Et je pense que ces trucs-là sont aussi, voilà, comment quelque part défaire ces affects-là aussi, comment voilà, pouvoir s'en protéger aussi, ou voilà, c'est un petit peu le risque en fait, c'est en défaisant le récit, de tomber dans un récit plus grand qui nous récupérerait, quoi. Il y a un côté comme ça. C'est tout le risque en fait. Comment trouver en fait je sais pas si c'est ça que ça veut dire, mais un plan d'immanence quelque part. Il y a un plan qui pourrait intégrer le plus de monde possible, le plus de récits possible. Voilà. Il s'agit pas tant de défaire le récit qu'en trouver d'autres en fait. Et de les faire s'entremêler. Voilà. De constituer une multitude de récits. Voilà. Mais et d'empêcher par contre qu'il y en ait un qui prenne l'ascendant sur les autres. Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui fait sens dans un monde sans sens? Eh bien, c'est le sens dominant, déjà. Mais ça, c'est un monde qui veut pas voir qu'il n'y a pas de sens. C'est en fait, qu'est-ce qui fait sens dans un monde sans sens? Eh bien, il y a la construction d'un sens en réaction. Mais qu'est-ce qui pourrait faire sens dans un monde sans sens? Ça serait une multitude de sens. Ça serait s'il n'y a pas de sens, alors tout fait sens. Et comment atteindre cet état où tout fait sens? En tout cas, qu'est-ce que ça induit? Est-ce qu'il n'y a pas justement peut-être un rejet à faire? Peut-être que ce qui compte, c'est pas
C'est pas qu'est-ce qui fait sens dans un monde sans sens, c'est plutôt qu'est-ce qui aurait à ne pas faire sens dans un monde où le sens n'est pas prédéterminé. Qu'est-ce qui ne pourrait pas faire sens? C'est plutôt ça. Et moi, je crois que j'essaie de me placer comme ça. Qu'est-ce qui ne pourrait pas être dit? Qu'est-ce qui ne pourrait pas être fait? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui ne pourrait pas faire sens? Et je crois qu'en fait, même, c'est ça, même quelque chose, même, je trouve, de... Si je voulais être dans une espèce de... Bon. Si j'étais dans un moment quelque part où j'avais pas à dépendre de conditions matérielles, et que j'étais dans une espèce de pure recherche, purement, entre guillemets, artistique, ce que j'aimerais presque, c'est pouvoir faire... faire quelque chose qui ne soit pas une œuvre. Comment je pourrais faire quelque chose qui ne soit pas une œuvre? Comment je pourrais dire quelque chose qui n'ait pas de sens? Parce que j'arrive pas à trouver quelque chose qui n'a pas de sens, en fait. J'arrive pas à trouver quelque chose qui ne peut pas être lié, qui soit asignifiant pour le coup. J'ai beaucoup de mal avec ça. Donc c'est comme si je cherchais l'inverse. Je cherche pas à faire du sens, je cherche pas à faire une œuvre, à me protéger d'un non-sens, mais peut-être à faire l'inverse, en fait, à échapper à ça, à vouloir que ça n'ait pas de sens. Et à chaque fois que quelque chose n'a pas eu de sens, après il y en a eu assez vite, en fait. Donc c'est pas si évident que ça, en fait, sur le long terme, de faire quelque chose qui n'a pas de sens. Parce que c'est toujours... la signification arrive toujours très vite. Bon, j'arrête là, du coup. Puis je vais aller manger parce que c'est bon.